Chacun d'entre nous a déjà fait l'expérience du doute, c'est-à-dire cet état d'incertitude, cet état d'irrésolution, pénible parce que nous n'arrivons pas à trancher ce qui est vrai ou pas. Et à ce moment, le doute nous a semblé être un obstacle à la vérité. Faut-il alors penser que le doute est ce qui nous éloigne de la vérité? Ne serait-il pas plutôt ce qui nous en rapproche? Le doute, en effet, n'est-il pas ce qui nous permet toujours de remettre d'abord en question nos erreurs, nos opinions, nos fausses croyances, nos fausses certitudes? Alors peut-être reconnaissez-vous ici la démarche de Descartes. Descartes, en effet, est à la recherche de la vérité absolue, c'est-à-dire de l'indubitable, ce dont on ne peut pas douter. Et Descartes se dit, mais finalement, trouver cet indubitable est facile. Il suffit que je doute de chacune de mes opinions, afin de voir s'il n'y en a pas une qui résiste au doute. Il fallait, écrit Descartes, que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pouvais concevoir le moindre doute. Descartes est un peu ici comme quelqu'un dans un magasin de porcelaine à qui l'on dirait « Écoute, ta mission est de trouver une porcelaine incassable. Tu as carte blanche. » Carte blanche, très bien. Je prends un marteau et je m'en vais taper sur chacune des porcelaines et s'il y en a une d'incassable, je la trouverai bien. C'est exactement la démarche qu'a Descartes avec le doute, ce doute méthodique, c'est-à-dire ce doute qui lui sert de méthode afin de trouver l'indubitable. Alors il est vrai que Descartes revendique avec dogmatisme la certitude de ce qui lui paraît évident, c'est-à-dire de ce dont il ne peut pas douter. Et c'est ainsi que Descartes écrit dans le discours de la méthode au sujet du cogito, qui est cette certitude évidente, inébranlable, cet indubitable qu'il finit par trouver. Eh bien, il écrit « Et remarquant que cette vérité, je pense donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. » Oui, mais le sceptique, tout de même, répondra à Descartes, que prouve au fond ton incapacité à douter? Au fond, elle ne prouve qu'une chose, c'est que tu es incapable de douter. Elle ne prouve pas que tu as raison d'être incapable de douter. Elle ne prouve pas que tu penses la vérité. Bref, ton incapacité de douter n'est qu'une intensité subjective d'une conviction, la conviction que tu as de voir juste. Mais ne faut-il pas toujours se méfier d'une telle intensité subjective? Ne faut-il pas toujours se méfier des convictions intimes? Et c'est précisément la critique que Michel de Montaigne ferait à Descartes. Il lui dirait « Écoute, ce que tu dois dire, c'est non pas que c'est indubitable, c'est plutôt que tu ne peux pas en douter. Autrement dit, ici, tu ne parles pas de ce qui est vrai, tu ne parles pas de l'être, tu parles de toi. Et tu as tort de t'arrêter si fermement, si dogmatiquement, à cette évidence qui t'apparaît. » Dans les essais, Michel de Montaigne le dit très finement, ce n'est rien que faiblesse particulière qui nous fait contenter de ce que d'autres ou que nous-mêmes avons trouvé en cette chasse de connaissances, la chasse de la vérité. Il n'y a point de fin en nos inquisitions, c'est-à-dire en nos recherches, ces signes de raccourcissement d'esprit quand ils se contentent, ou de lasté. Autrement dit, quand on pense être arrivé à l'indubitable, c'est soit qu'on est étroit d'esprit, soit qu'on est bien fatigué et qu'on dit voilà maintenant ça suffit. Mais Montaigne dit c'est pas une raison suffisante ça. Et c'est sans doute parce que Montaigne était authentiquement sceptique qu'il a pris pour devise la plus belle formule du scepticisme, qui est une question, et qui est « que sais-je » Alors ce doute sceptique, si vous l'assimilez, vous verrez, faites-en l'expérience, c'est une pensée libératrice et qui en fait nous rapproche au plus près de la vérité. Savez-vous que la Pythie, la prêtresse de l'oracle de Delphes, a dit un jour à mon maître Socrate qu'il était l'homme le plus sage d'Athènes parce que celui-ci lui avait dit « Je sais que je ne sais rien ». Cela vous surprend peut-être, mais regardez comme elle avait raison. Car c'est seulement en prenant conscience de sa propre ignorance que mon maître Socrate pouvait, plus qu'aucun autre, se mettre à la recherche du vrai. La première condition pour chercher le vrai, c'est de reconnaître qu'on ne le connaît pas encore, et c'est reconnaître par soi-même que tout ce que l'on tenait pour vrai ne l'était en réalité pas. Ce que nous offre le doute socratique, c'est l'exigence du vrai. Alors oui, la Pythie avait raison, Socrate était bien l'homme le plus sage d'Athènes,
Mais il était aussi un des hommes les plus craints par tous ceux qui ne voulaient pas remettre en question leurs propres pensées et qui se voyaient souvent paralysés par l'ironie socratique. C'est sans doute cela que mon maître Socrate a payé de sa vie. Aujourd'hui, nous allons traiter du problème sans doute le plus massif de toute l'histoire de la philosophie occidentale, à savoir le problème de la vérité. La vérité, tous les philosophes la cherchent et pourtant, on n'en finit pas de la trouver. Modestement, en quelques minutes, nous allons tenter de mettre en exergue quelques problématiques liées à la philosophie et quelques approches liées à la philosophie. Nous allons pour ce faire utiliser deux philosophes, à savoir Platon et Nietzsche. La tradition métaphysique occidentale est, pour ainsi dire, essentiellement platonicienne, dans le sens où Platon cherche à trouver la vérité en dehors du sensible. C'est-à-dire que pour Platon, la vérité est avant tout intelligible. Pour Platon, il y a deux choses, pourrait-on dire. Il y a les objets de vérité et il y a la manière d'accéder à la vérité. Les objets de vérité, par définition, doivent être identiques à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se trouver dans le sensible, puisque le sensible est toujours fluctuant, toujours changeant, toujours en évolution, toujours en contradiction avec lui-même. Platon nous dit donc qu'il faut chercher la vérité dans ce qui est fixe, ce qui est identique à lui-même, ce qui est immuable. D'où le va-et-vient permanent dans la philosophie de Platon entre le sensible et l'intelligible. On pourrait résumer, si on voulait, la philosophie de Platon d'une formule en disant que c'est l'intelligible qui va donner du sens au sensible. Alors, pour Platon, ce qui est intelligible, c'est ce qu'il appelle l'aidos. Bon, c'est un mot grec qui signifie idée en français. Bon. Ce qui est synonyme d'ousia chez Platon. L'ousia, c'est-à-dire ce qui est réel, ce qui est plus réel que ce qui apparaît. La vérité chez Platon n'est absolument pas dans les apparences, elle est dans ce qui est du ressort de l'idée. Il ne faut pas se fier aux manifestations sensibles qui nous parviennent, mais à ce que nous pourrons en comprendre. Et pour comprendre les choses, pour comprendre les dénominateurs communs entre les choses, pour comprendre les rapports, pour pouvoir faire des comparaisons, pour pouvoir faire des déductions, des raisonnements, il faut que nous ayons foi en l'existence de choses fixes et immuables, que sont donc les idées. Les idées chez Platon sont immortelles, immatérielles, intemporelles, et surtout intelligibles, compréhensibles par l'intellect. D'où mon second point. Si ce qui est intelligible, ce sont les idées, comment y avoir accès? Platon répond par le biais du logos. Nous avons accès aux idées par le biais de l'intelligence, c'est-à-dire du logos, c'est-à-dire de la rationalité. La rationalité, c'est ce qui nous permet d'édicter universellement des discours qui auront valeur universelle et nécessaire. C'est-à-dire que un discours est rationnel dès l'instant où il est compris par tous et non pas par une seule personne. Donc, si l'on résume, nous avons d'un côté ce qui est identique à soi, l'ousia, l'aidos. De l'autre, nous avons la pensée universalisable et nécessaire. Donc la vérité pour Platon pourrait être assimilée à l'identité entre l'être et la pensée. Passons maintenant à la critique nietzschéenne, qui est sans doute la plus grande critique qui ait été faite contre la métaphysique platonicienne. Nietzsche, en bon généalogiste qu'il est, essaye de voir ce qui se cache derrière cette volonté de rationalité, cette volonté de pensée logique. Et Nietzsche nous dit en substance que même si la raison apparaît comme étant humble, il se cache derrière elle une gigantesque volonté de puissance. Cette volonté de puissance de la raison consiste en ce que cette dernière tente de réduire le réel à l'idée qu'elle s'en fait. Nietzsche nous dit que la tradition platonicienne appauvrit le réel, le réduit, puisque force est de constater que la contradiction existe, le devenir existe, les pulsions existent, les émotions existent, et qu'elles ne sont pas toutes réductibles à la seule compréhension intelligible qu'on en fait. Donc Nietzsche nous dit ici, attention, la raison
fait partie du réel et pas l'inverse. Nietzsche, c'est celui qui vous dit que la fausseté d'un jugement n'est pas une objection valable contre ce même jugement. La valeur d'un jugement est celle de l'amélioration de l'espèce qu'il nous permettra de faire. Pour Nietzsche, la soi-disant vérité platonicienne, la vérité logique, la vérité en tant qu'adéquation entre la pensée, le discours et la réalité, est en fait un ensemble d'anthropomorphismes, de métonymies, de métaphores, de pièces de métal qui n'ont plus aucune valeur et qui donc, par définition, réduisent la réalité à la compréhension qu'on en a. Nous pourrions résumer l'opposition, l'alternative entre Platon et Nietzsche en une formule. Chez Platon, nous avons affaire à une volonté de la vérité, alors que chez Nietzsche, nous avons affaire à une vérité de la volonté.